Le 26 octobre 2025, la ville d'El Fasher, au Darfour, tombe après un siège terrible de 18 mois. On déplore dans cette nouvelle guerre 150 000 morts, 12 millions de déplacés. C'est un désastre. Qu'est-ce que t'as? Une impression de déjà vu. Comment ça? Il y a 20 ans, quand j'étais petit, on m'a raconté cette histoire. C'est comme si tout se répétait. On vit la répétition des horreurs du Darfour avec la même impuissance. Oui, c'est pas faux. Et même j'ai envie de dire en pire, puisque en 2003, au moins l'espoir existait comme horizon. Les gens étaient impuissants, mais il y avait quand même un intérêt pour le sujet dans le monde. La différence aujourd'hui, c'est que le monde a vraiment l'air de se désintéresser de la question. Cela dit, c'est pas une fatalité, vous êtes sur l'étoffe d'un chef, une chaîne qui s'intéresse à tout, et aujourd'hui on va un peu tourner la tête vers l'abominable Darfour. Dans leur livre Darfour, A Long History of a Long War, Julie Flint et Alex de Waal explorent méticuleusement les différents aspects des événements survenus entre 2003 et 2005. Leurs descriptions nous remplissent d'effroi. Où que l'on tire le rideau, barbarie et cruauté semblent tout ce qu'il reste de règles au Darfour. Ainsi, une jeune maman, Zahrawa, appelée Mariam Ahmad, est stoppée à un barrage routier par des cavaliers armés. Immédiatement attachée, on la force à regarder quand est coupé le pénis de son fils, âgé de 3 semaines. L'enfant meurt un peu plus tard dans ses bras. À Bargaï, un village près de Zalingay, les cavaliers trouvent une jeune femme donnant naissance à des jumeaux. Après l'accouchement, on attache ses jambes à son cou afin d'exposer ses parties génitales. Ces deux enfants seront retrouvés jetés dans une marmite d'eau bouillante. En 2003, une jeune fille appelée Hobou Isha Kazrak fut violée pendant 7 jours. Son frère mentalement retardé fut tué alors qu'il voulait s'enfuir et son corps mort fut attaché au sien. Les tortionnaires de Hobou mirent ensuite de l'herbe dans ses cheveux et y mirent le feu. Et des récits comme ceux-ci, il en existe des centaines. Cette réalité, il faut d'abord qu'on l'admette, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Quelque part là-bas, des hommes mystérieux, à cheval ou à chameau, s'occupent à massacrer un peuple, tuer les jeunes hommes, violer les femmes, violer et égorger les enfants et brûler les récoltes et affamer les villages. Outre sa cruauté et sa barbarie, ces scènes nous restent énigmatiques. Certains ont parfois parlé de génocide, mais le mot ne nous avance pas beaucoup. Il sert à relayer un semblant d'explication qui n'explique en fait absolument rien et ne fait qu'épaissir le mystère. Cette vidéo n'a pas vocation à vous ensevelir sous les récits d'horreur, mais juste à poser une question. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pays pour qu'il se soit lancé dans une si macabre entreprise, dans ce sadisme sans limite? Y a-t-il de la folie, de l'idéologie? Si cette barbarie a une histoire, peut-on l'écrire? Si cette cruauté a un motif, peut-on le comprendre? Et si cette violence a une fin, peut-on l'entrevoir? Pour commencer, un peu de géographie. Le Soudan, pris dans son entier avec le Soudan du Sud, c'est un immense pays et la moitié des habitants environ se dit arabe. Ces Arabes vivent pour la plupart le long du Nil où se trouve le cœur vivant du Soudan arabe, Khartoum, à la confluence du Nil blanc et du Nil bleu. Khartoum fait face à Omdurman. L'ancienne caserne du Mahdi. Voilà. Donc une bonne moitié des Soudanais sont des Arabes de culture et de langue. Même s'il est clair que leur peau est très sombre, ce sont des Arabes clairement noirs de peau, hein. L'autre moitié du Soudan n'est pas arabe. Elle appartient à une foule d'autres ethnies, chacune ayant sa langue. Certaines de ces tribus n'ont même pas été islamisées. Dans votre tête, il faut vraiment retrancher toutes ces parties-là, le Soudan du Sud, qui prendra son indépendance en 2011, mais aussi les populations des monts Nouba, dans le Kordofan. Ces peuples ne nous intéressent pas aujourd'hui, parce que nous, on va se pencher sur des tribus africaines dont l'islamité ne fait aucun doute. On parle de Soudanais qui sont musulmans, qui le sont depuis longtemps, et qui vivent probablement en périphérie et qui parlent d'autres langues que l'arabe. Alors il y a 4 périphéries. Au nord, la Nubie, qui n'est pas vraiment une périphérie en fait, hein. Elle est extrêmement bien intégrée, elle est sur le cours du Nil, et c'est la plus chargée d'histoire.
les pyramides de Méroé, l'écriture, les royaumes nubiens chrétiens, le Mahdi, tout ça, c'est lié à la Nubie. À l'est, c'est le Béjaland. On avait parlé la dernière fois d'Al-Tourabi. C'est un Béja. Les Béjas parlent une langue couchitique, ce qui peut les rapprocher plutôt de la Corne de l'Afrique. Au sud, il y a le Kordofan. C'est une région peuplée d'Arabes, à l'exception fameuse des monts Nouba, dont on parlait, et qui n'a pas été bien islamisée. À l'ouest, enfin, le Darfour. Et tous ces peuples qui vivent dans les périphéries, Khartoum espère au maximum les absorber dans une identité arabe islamique. Ouais, arabisation, islamisation. Mais si je comprends bien, l'islamisation, c'est déjà fait. Pour les peuples dont on va parler aujourd'hui, oui. A priori, dans ces régions, la politique pourrait marcher puisque l'islam sunnite est déjà omniprésent et l'arabe est couramment parlé dans les échanges par ces populations. Mais alors c'est bon, tout devrait bien se passer. Je vois pas pourquoi ça créerait de la violence. À moins que... À moins que quoi? À moins que par arabisation, ils entendent l'anéantissement des langues africaines. Alors oui, mais c'est pas vraiment ça. Disons que si tu appartiens à une tribu africaine, par exemple au Darfour, Khartoum te laisse parler ta langue. Sauf si tu fais tes études à Khartoum, par exemple, ou même que tu vas dans une petite école qui est créée par le gouvernement. Alors là, t'inquiète que ton maître d'école, il va te faire comprendre qu'ici on parle arabe et qu'il vaut mieux garder ta langue dans ta poche, j'ai envie de dire. L'enfant qui ose parler en zarawa ou en four va recevoir des coups de fouet, parce que l'éducation elle se fait au coup de fouet dans ce pays. Et c'est à cause de ça que... Non, je pense pas que ce soit la question linguistique qui a généré de la violence, en tout cas pas directement. Mais alors, qu'est-ce qui tue, à ton avis, au Darfour? Le racisme. Peut-être qu'il y a un fond de racisme et que ça fait un peu comme les nazis avec les juifs. Les arabes seraient une race supérieure, tout ça. Oui, on se rapproche. C'est marrant parce que justement, en préparant cette vidéo, j'ai lu pas mal de choses. Et j'avais lu en particulier l'historien Marc Lavergne qui disait « La notion de racisme n'a pas sa place au Darfour, car tout le monde est noir dans cette histoire ». Plus tard, je lisais Alex Deval qui lui expliquait que dans les années 80 s'est formé pourtant bien un suprémacisme arabe. Donc ça se contredit. Il y a du racisme ou il n'y a pas du racisme? Je vais te dire mon opinion. Évidemment qu'il y a du racisme au Soudan. Il y avait un discours racial qui traînait dès les années 80, dans la jeunesse, dans les couloirs, qui catégorisait les Africains comme une race d'esclaves. C'était un bruit qui traînait. Des mouvements de défense du peuple arabe laissaient supposer un racisme latent. D'ailleurs, pour être honnête, quand j'entends certains Français qui me parlent de lutte contre le racisme du soir au matin, qui m'expliquent que la police est raciste, que la France ou les États-Unis sont racistes, etc., et qui font de ce sujet un combat central, mais qui ne me parlent jamais du Soudan, pour moi, ils commettent une faute intellectuelle lourde. Pourquoi ton historien il disait il n'y a pas de racisme au Soudan? Disons que c'est un racisme qui n'est pas associé à une pureté raciale ou une pureté génétique. Les Arabes qui pratiquent ces tueries, les Janjaouides comme on les appelle, il suffit de les regarder pour deviner qu'ils ont très probablement des ancêtres africains. Ils ne surveillent pas leur arbre généalogique, ils ne sont pas inquiets de leur ADN plus que ça. Et je pense que c'est ça que voulait dire Marc Lavergne, c'est que on n'est pas sur un racisme qui oppose blanc et noir, mais il oppose noir et noir, entre différentes manières d'être noir, entre des noirs acculturés et métissés et des noirs qui ne sont que noirs d'une certaine façon. Donc tu vois, il y a une part de culture, une part de discours, et donc on n'est pas vraiment dans un racisme scientifique rationaliste et extrêmement artificiel comme celui qui pouvait exister au Troisième Reich, mais plutôt un racisme qui s'inscrit dans une histoire longue et dans des luttes en fait éminemment civilisationnelles et culturelles. Quand tu verras des photos de Janjaweed après la prise d'El Fasher par exemple, tu pourras constater que physiquement certains d'entre eux sont difficiles à distinguer du profil des habitants assiégés. Donc c'est vrai qu'il y a une frontière un peu ambiguë. Et puis il faut aussi que je te fasse un aveu, ces peuples sont quand même proches, étonnamment proches. Il fut un temps où toute cette histoire aurait été impensable. Géographie. Au Darfour, il y a au minimum 4 peuples différents, les Fours, les plus nombreux, qui ont donné leur nom au Darfour. Dar, c'est la terre, le royaume. Darfour, c'est le royaume des Fours. Ce sont des agriculteurs.
Il y a leurs peuples voisins, moins nombreux et plus à l'ouest, les Massalites. Là aussi, on parle parfois du Darmassalite, mais qui est en fait une partie du Darfour. Et un peuple semi-nomade, les Arawa, à cheval sur le Tchad. Le président du Tchad, Idriss Déby, est d'ailleurs un Zarawa. Et enfin, il y a les tribus arabes qui sont historiquement nomades. Alors, les nomades peuvent être séparés eux-mêmes en plusieurs types. Il y a les Abala et les Bagara, ça veut dire les chameliers et les vachers, auxquels tu peux ajouter évidemment les Arabes Djellaba, qui sont tout simplement les Arabes qui viennent du Nil et qui se sont installés pour faire du commerce ou pour habiter ici. Il y a donc 4 groupes ethniques principaux. Attends, il faut que je retienne tout ça? Tu n'es pas obligé, mais les efforts sont appréciés. Il y a 2 peuples agriculteurs, les Fours et les Massalites, un peuple semi-nomade, les Arawa, et ensuite des tribus arabes nomades. Voilà, et ce que je disais, c'est que jadis, tout ce petit monde vivait en bonne entente. Tu dis ça, mais il y avait la traite des esclaves. Donc bonne entente, ça dépend pour qui. Oui, bon, alors ça, comment dire, c'est pas faux. Il y a une association noire égale esclave dans une certaine mentalité raciste, ok, c'est pas faux, mais cela dit, l'histoire réelle est un peu plus compliquée. Le Darfour, l'ancien sultanat Four, était acteur de la traite. Il trafiquait et vendait des esclaves qui venaient en gros du Soudan du Sud actuel, pour simplifier grossièrement. À l'époque du 19e siècle, les marchands du sultanat du Darfour traversaient le désert pendant 40 jours. C'était d'ailleurs une épreuve très périlleuse, il n'y avait pas beaucoup d'eau, il fallait être capable de tenir 5 jours sans eau, donc ils avaient des outres avec eux. Enfin, la traversée du désert était extrêmement pénible. Et au bout de 40 jours, avec leurs chameaux et leurs esclaves, ils arrivaient à Assiout pour les vendre à des Arabes en Égypte. Donc vous voyez, si vous voulez faire des analogies avec l'histoire longue du Soudan, avec l'esclavage, tout ça, ça va être très adapté quand il s'agit du Soudan du Sud et population chrétienne ou animiste, mais dans le cas du Darfour, c'est, disons, plus imprécis. C'est pas totalement faux, mais c'est imprécis. La vérité, c'est que le Darfour était un haut lieu de traite et d'esclavage, et que les Africains en étaient à la fois victimes et en même temps, pour certains, y participaient. Pour ceux qui connaissent bien l'esclavage en Afrique, c'est pas quelque chose qui vous surprendra. Et quand il réfléchit, c'est logique, parce que le Darfour, c'était une région islamisée. Et alors? Tu sais, en islam, on ne réduit pas en esclavage un autre musulman, c'est connu. Oui, j'avais oublié ça. Bon, ok, je comprends mieux. Bon, le fait central, c'est que pendant pratiquement tout le XXe siècle, jusque dans les années 70, Arabes, Fours, Zarawa et Massalites vivaient dans une sorte de symbiose à peu près équilibrée. Cette symbiose était indispensable puisque les éleveurs nomades arabes avaient besoin des terres agricoles Fours et Massalites pour faire paître leurs troupeaux. Leurs vaches et leurs chameaux mangeaient la végétation du Sahel au sud pendant la saison sèche. Donc ils avaient besoin de descendre vers le sud et à ce moment-là, eh bien, ils traversaient les villages Fours et Massalites. Et ils achetaient là le millet et le sorgho au marché pour leur famille et des fourrages éventuellement pour leurs bêtes. Et puis ils pouvaient avoir aussi certains droits sur ces villages, appelés damrat. Ça peut être le droit de scolariser leurs enfants dans une école coranique à cet endroit-là, ou encore le droit de se faire soigner. C'est vrai que quand tu viens du désert, les infrastructures sont pas toujours tip-top. D'accord, ils avaient besoin des pâturages et du mil, mais les Fours et les Massalites, ils avaient quelque chose en échange ou c'était à sens unique? Eh bien ça se négociait par un droit de passage, codifié par des accords tribaux, les Akura. En échange, les Arabes vendaient les produits du bétail, viande et lait, mais aussi du sel. Le natron, on dit que la viande soudanaise avait un goût exceptionnel, et là encore, en raison du natron, justement, du sel qui était mangé par les vaches. Et puis les excréments des troupeaux fertilisaient les champs avant les semailles. Ouais, c'était tout un écosystème en fait. Et les Arawa dans cette histoire? Alors les Arawa, c'est particulier, ils sont en partie cultivateurs et en partie commerçants. Les Sahraouis sont une communauté soudée et intelligente. Ils ont développé des réseaux de commerce importants entre la Libye de Kadhafi et le Tchad, parce que le président du Tchad lui-même est un Zarawa. Voilà, il s'appelle Idriss Déby. Les Arawa ont pris N'Djamena en 1990. Ils ont formé ensuite une sorte de garde rapprochée autour d'Idriss Déby. Et donc ils sont à cheval sur le Tchad, ils sont en lien avec la Libye, avec Khartoum aussi. Il y a plein de choses qui viennent de Libye qui sont très vendables, des vêtements, du sucre. Ça peut être aussi de l'électroménager, l'apport de la modernité, un petit peu. Tout ça, ça crée des flux. Et la communauté Zarawa, qui a une forte cohésion familiale et clanique, a réussi à profiter de ces flux de façon assez juteuse. Cela dit, pour les Arabes venus de Khartoum,
pas les nomades, mais les Arabes commerçants, les Zahawa, sont des concurrents pour le commerce. Il y a certainement une rivalité. Ce qui fait que le racisme anti-Zahawa, alors c'est quelque chose qui se diffuse pas mal, même dans le contexte d'El Fasher. El Fasher est une ville à grande majorité Zahawa. Les Zahawa vont être décrits comme une minorité sournoise, un peu des commerçants, on va dire, rusés. C'est un peu les juifs du Soudan. Mais bon, racisme ou pas, jusque dans les années 80, il y avait tout un écosystème qui fonctionnait très bien. Mais pourquoi tout s'est grippé d'un coup? Les sécheresses. Il y a des sécheresses qui arrivent avec un cycle régulier. Tous les 10-11 ans, la végétation disparaît et ne réapparaît pas vraiment comme il faut. Les terres arables diminuent en superficie alors que la population soudanaise, elle augmente. Et donc, Compétition pour la terre. une compétition pour la terre. Et qui se fait avoir? Fatalement les nomades, qui ont moins d'attaches coutumières au sol. Les nomades arrivent, comme d'habitude dans les villages, à la saison sèche, mais c'est de plus en plus sec. Donc ils vont de plus en plus au sud. Là où d'autres nomades sont déjà passés, les villages sont en souffrance, ils n'ont plus assez de nourriture, et on commence à en avoir assez de ces chameaux qui bouffent tout, cassez-vous, trouvez-vous un autre bled, venez pas ici, on n'a plus rien. Et les nomades, ils sont obligés de bouger. C'est comme ça que les routes de transhumance sont rompues. Et la colère monte vite. D'autant plus que les tribus nomades, je vais vous dire, c'est des types... le climat leur a bien fait sentir sa rigueur et ils ont adapté leurs us et coutumes en fonction de lui. Le chef des criminels de 2003, la Moussa Hilal, on raconte que dans son enfance, son père, pour le punir, le faisait ligoter à un arbre pendant 24 heures. Donc il y a une rancune. La sécheresse, ils l'ont trouvé dure. Et cette rancune, ils vont d'abord la matérialiser dans les années 90 par des vols de bétail. Ça a commencé avec le vol du bétail. Les Arabes et les Zahawa en particulier se sont piqués leurs chameaux ou leurs vaches réciproquement. Et c'était parfois très violent, hein. Tous les prétextes étaient bons pour aller piquer le bœuf du voisin. On disait même que certaines tribus à l'époque, alors je ne sais plus de quel côté, au moment du mariage, le marié était mis au défi de voler un certain nombre de vaches. Et déjà là, il pouvait y avoir une escalade qui pouvait mener à des premiers massacres. Il y avait une violence qui s'installait. Alors elle avait peut-être pas encore toute sa justification idéologique, mais elle s'installait fin 80, début années 90. La petite musique commençait à prendre. Comment se fait-il que nous, Arabes, qui incarnons et portons l'identité des élites, des élites qu'ils n'ont jamais vues, hein, parce qu'il y a un énorme écart entre les Arabes du désert et les Arabes de Khartoum quand même, hein. Mais en tout cas, ils font tous partie de l'identité arabe. Comment se fait-il que nous sommes, en théorie, les agents de l'arabisation, mais on se retrouve sans terre, on nous laisse dans une énorme pauvreté, pendant que les agriculteurs, Four et Massalit, se partagent leurs récoltes. Et puis avec ça, est-ce que tu te souviens de ce que j'avais dit dans l'épisode précédent à propos des Moura'alin? On en avait parlé. Tu veux dire les tribus arabes nomades qui se sont battues pour le compte du gouvernement au Soudan du Sud? Eh oui, au Soudan du Sud, nous nous sommes battus pour le gouvernement. On s'est enrôlés, on a rendu de fiers services, on a mis à prix la tête de nos enfants pour aller massacrer et réduire en esclavage les infidèles au Sud, comme on nous l'a demandé. Bon, c'était la guerre. Et comment se fait-il que nous soyons flanqués à la porte, comme si on était les derniers de la classe? On n'a même plus accès aux écoles, on peut même plus faire s'asseoir nos chameaux à l'ombre. Et à Khartoum, Al-Tourabi, il pense quoi de ça? Alors Al-Tourabi, qui commandait le pays, on va dire, pendant 10 ans, entre 89 et 99, c'est un islamiste. Donc il veut faire le djihad aux infidèles, au sud et dans les monts Nouba. Ça lui parle. Djihad, ok, il comprend. Par contre, le Darfour, c'est un pays islamisé. Donc pour lui, faire la guerre au Darfour, c'est pas vraiment son idée. D'ailleurs, il sait très bien que beaucoup de Four ont voté pour lui. Lui-même vient des périphéries, je t'avais dit, il est Béja. Il a aussi son public dans ces milieux-là. Donc, je pense qu'il essaye d'ignorer un peu la question. D'ailleurs, le fait qu'il soit éjecté en 99 et que la violence au Darfour explose en 2003, c'est pas totalement anodin. Et El-Béchir? El-Béchir, lui, c'est un arabe pur jus, un arabe de l'élite, et donc il se dit prenons systématiquement parti pour les Arabes. Quelle que soit la situation, c'est cohérent avec notre politique d'arabisation. Et là, je vais insister un petit peu là-dessus. Cette complicité de Khartoum, on n'en parle pas assez. La vie dans le Sahel, tu sais, à la base, c'est réglé par les coutumes. Oui, il y a des sécheresses, il y a des famines, ça arrive depuis des siècles, mais il y a des négociations locales entre tribus sans cesse, chaque année, et ce problème aurait dû être réglé
tantôt en faveur des uns ou des autres, je ne sais pas, mais par des négociations entre chefs de tribus, ce qui s'est toujours fait. Tu sais, au Darfour, il y avait des chefs fours qui ont autorité sur des Arabes. Il y avait des chefs arabes qui avaient autorité sur des fours. C'est faux de penser que les autorités traditionnelles étaient bêtement séparées comme ça, sur un critère racial, entre arabes et non-arabes, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc il y avait des mécanismes coutumiers, mais en même temps on ne peut pas nier que les élites de Khartoum ont tout fait pour empêcher ces mécanismes coutumiers de gérer la situation. Mais pourquoi ça aurait été plus simple, non? Ils auraient pu faire leur feignasse et les laisser régler tout ça eux-mêmes, sans intervenir. Franchement, peut-être que Khartoum aurait été aussi bien. Mais c'est là que le côté idéologique a pris le dessus. D'abord, c'était l'époque du panarabisme. Kadhafi avait une énorme influence. On voulait faire des nations arabes modernes, centralisées. Il y a l'influence de Kadhafi, il y a l'héritage de Nimeri qui était un petit peu censé être le Kadhafi soudanais. Or, Nimeri, en 1970, bien avant qu'il devienne lié aux frères musulmans, le colonel Nimeri avait dit que toute terre qui n'était pas propriété privée appartenait à l'État et pouvait donc être donnée à qui l'État veut. Et El-Béchir a ajouté « on va la donner aux Arabes ». Ça veut dire qu'on emmerde le droit coutumier, quoi. Ça veut dire qu'il y a renversement du droit coutumier historique, des chefs de tribu, au profit d'un droit moderne, qui nationalise les terres et qui les redistribue dans une logique de soumission au principe arabisation-islamisation. L'État est arrivé en disant au four « De toute façon, vous n'avez aucun droit à vivre ici, vos titres de propriété, ils datent de l'époque du sultanat, ils sont caducs, non écrits, non avenus. » En réalité, ces terres sont à l'État depuis le décret 1970 de Nimeri, et nous avons décidé de les concéder aux nomades ou semi-nomades arabes qui le demandent. Dans un contexte de pression très forte sur les ressources, il va trancher en faveur des Arabes. Et concernant les Massalites, le Dar Massalite comme on dit, autour de Jenaina, les Arabes ont procédé à un pillage pur et simple en 1995. Spoliés, expulsés, pillés, volés, les populations du Darfour sont complètement éjectées du jeu en fait. Et en 2003, elles ne se laissent plus faire, elles décident de passer à l'attaque, et c'est le début de la guerre officielle. En février 2003, les Fours et les Arawa commencent à se venger du mauvais tour qu'on leur a joué. Deux mouvements sont créés, tous les deux dominés en gros par les Arawa. Un mouvement d'inspiration laïque, proche de John Garang, c'est l'armée de libération du Soudan, et dont le chef est Mini Minawi, et un mouvement d'inspiration plus islamiste, le mouvement pour l'égalité et la justice. Et donc il y a minimum deux mouvements qui passent à l'attaque. Le gouvernement répond en envoyant des avions pour bombarder. C'est la guerre. Les rebelles choisissent alors de s'attaquer aux avions qui les bombardent. Mais comment ils veulent faire pour s'attaquer à des avions? Ils ont des canons anti-aériens? Ils tirent en l'air? Non, mais ils prennent pour cible l'aéroport d'El Fasher, la capitale du Darfour. Le 25 avril 2003, ils s'en approchent, de nuit, dans l'obscurité, à pied ou en pick-up. Ils posent leurs charges explosives et détruisent 7 avions ou hélicoptères dans l'aéroport. Le commandant de la garnison est tué et il y a beaucoup de soldats qui sont faits prisonniers ou qui sont tués. Ce 25 avril 2003, c'est une date clé, un événement jamais vu d'ailleurs. Khartoum n'en revient pas. Même John Garang n'en croyait pas ses oreilles. C'est une attaque pire que tout ce que lui-même avait entrepris contre El-Béchir depuis 20 ans, si tu veux. Donc c'est la honte pour Khartoum. L'humiliation, mon Dieu. Il n'y a qu'au Soudan que ça arrive, ça. Des petits gars armés de lance-grenades qui ont démoli juste 7 avions. Des avions tout neufs, tout beaux. Pas plus tard qu'hier, on les envoyait voler au-dessus des civils pour tester les nouvelles bombes incendiaires. C'est un crime innommable. Ce jour-là est décisif. Omar El-Béchir veut une réplique. Ce ne sera pas une réplique militaire, ce ne sera pas une simple contre-insurrection. Il va autoriser les milices arabes à procéder à un véritable nettoyage ethnique. Place au Janjaweed. Mais ça veut dire quoi, Janjaweed? Il s'appelle comme ça? Janjaweed, ça veut dire horde à cheval, en gros. Mais c'est un terme péjoratif. Eux s'appellent les Fursan, les chevaliers. Ou les Moudjahidines, les guerriers du djihad. Leur chef présumé, c'est Moussa Hilal. Et en 2003, 2004 et 2005, il faut régner sur le Darfour une terreur inimaginable. Je cite ce que Moussa Hilal écrit à l'un de ses commandants en août 2004. «
Vous êtes informé que les directives aboutissent au changement de la démographie du Darfour et à le vider de ces tribus africaines. Et il cite ici les ordres de Béchir. Un autre chef, Ahmed Haroun, écrit « J'ai tout le pouvoir et l'autorité de tuer et de pardonner n'importe qui dans le Darfour ». Il y a un soldat qui avait déjà fait plusieurs expéditions pour le compte du gouvernement, affirme que la guerre au Darfour est identique à celle qu'il avait menée une décennie plus tôt dans les monts Nouba. Et je le cite, sa mission est de « tuer tout ce qui vit ». C'est ce qu'ils disent, tuer n'importe qui, détruire la région, tout brûler, pour que rien ne puisse exister ici. Dans les champs de pétrole, il y a 10 ans, les ordres étaient identiques. Si tu vois un village, brûle le village. Si tu trouves un civil, tue le civil. Et si tu trouves une vache, c'est la tienne. À Wadi Saleh, province de Garcila, du 23 au 27 février 2004, 157 civils dont 37 enfants sont tués. 9 villages de la zone ont été incendiés. 41 enfants sont enlevés pour servir de gardiens de troupeaux et esclavage d'enfants. Dans le Darfour septentrional, en février et en mars 2004, plus de 80 civils sont tués lors d'une attaque contre 30 villages à Al-Sharia. Le 12 mars, on a pu noter le nom de toutes les victimes du village. Le plus jeune était un enfant de 6 mois, la plus âgée était une grand-mère de 72 ans. Toutes les catégories sociales, toutes les générations sont visées. Mais c'est vrai que les hommes sont tués plus sûrement et plus souvent que les femmes. Voici un témoignage du chef de secteur d'Abu Gamra. Les Arabes et les forces gouvernementales sont arrivés des deux côtés du village avec des véhicules, à cheval et sur des chameaux, lourdement armés. Je me suis caché pour voir combien ils étaient. Les Arabes ont encerclé le village avec plus de 1000 chevaux. Ils avaient aussi un hélicoptère et un avion Antonov. Ils ont lâché sur le village plus de 200 obus. Nous avons compté 119 personnes tuées par le bombardement. Ensuite, les Arabes ont incendié toutes nos maisons et pris toutes les marchandises dans le marché. Un bulldozer a détruit les maisons. Les voitures appartenant aux marchands ont été incendiées et les groupes électrogènes volés. Ils ont dit qu'ils voulaient conquérir tout le territoire et que les Noirs n'avaient pas le droit de rester dans la région. Un autre témoin rapporte la parole suivante. « Comme vous êtes noirs, vous êtes comme des esclaves. » Donc vous avez vu qu'il y a des avions. Le gouvernement met à disposition aux Janjaweed ces avions Antonov pour bombarder les villages. C'est pas du largage mécanique. Les Antonov ne sont pas des bombardiers, mais des avions de transport. Ah oui, donc ils les foutent manuellement par-dessus bord. Oui, en gros, c'est des barils remplis d'explosifs et de ferraille qu'on roule et qu'on balance par les porte-cargo. C'est complètement artisanal, impossible de savoir où ça va tomber d'ailleurs. Mais ça marche très bien dans cet objectif qui est clairement de terroriser et de déplacer. Et l'année 2004, c'est le pic de violence, presque 10 000 morts par mois, tout confondu, assassinat et famine. L'année 2005 est atroce également, puis une mortalité non pas résiduelle, mais disons inférieure à partir de 2006, due davantage aux maladies à la faim qu'à la violence. Bon, génocide ou pas? Dur à dire. Vous savez, hein, pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis longtemps, que j'ai pas le mot de génocide facile. Il faut savoir quand même que depuis que le terme est devenu une arme de communication, c'est difficile de l'utiliser à bon escient. C'est une politique de terreur absolue. On terrorise les gens pour qu'ils s'enfuient vers les villes, ou qu'ils improvisent des camps de déplacés, ou qu'ils aillent au Tchad. Hein, les Massalites, ils s'embêtent pas, ils s'enfuient au Tchad. Donc ça serait plutôt une politique de terreur pour faire fuir les gens en associant le lieu où ils vivent à de telles abominations qu'il leur est impossible de revenir. Mais en même temps, cette politique de terreur, elle prend l'aspect d'un nettoyage ethnique parce que tout le monde est frappé. Tous ne meurent pas, mais tous sont frappés. Il y avait un reportage, je crois, qui s'appelait comme ça. Tous ne meurent pas, mais tous sont frappés. Tout le monde a perdu un membre de sa famille, soit dans un massacre, soit dans la mortalité dans les villes. Parce que oui, dans les grandes villes du Darfour, où ils s'enfuient tous, Jenéina, Niala, El Fasher, et puis dans les camps, bien sûr, et même surtout dans les camps, on y meurt aussi, mais on y meurt de faim. En tout cas, tout le monde fuit vers les villes parce que, effectivement, dans les villes, les gens se disent qu'il y aura beaucoup moins de chances de se faire massacrer à cause de l'effet de foule, la possibilité de prendre des vidéos de ce qui se passe. C'est dans ces villes et dans ces camps qu'on va pouvoir mener un semblant de vie loin de ses terres d'origine. Et donc, ces hommes, ils sont là à attendre finalement, à dormir sous des tentes de façon provisoire. Ils s'efforcent de croire que c'est du provisoire, qu'un jour, ils reviendront. Mais est-ce que c'est du provisoire? Mais c'est un provisoire qui dure.
Alors ils sont dépannés par des aides humanitaires insuffisantes, parce que là-bas ils vont découvrir l'eau potable, peut-être pas l'eau courante, mais des points d'eau potable, l'arrivage des citernes. C'est nouveau pour ces gens qui n'ont connu que la dure vie du village, qui vivaient dans des huttes de paille. Ils ont troqué finalement la hutte contre la tente, mais c'est pas beaucoup plus reluisant. Au village, le chef de famille, c'était le notable. Le pouvoir était au patriarche, qui rappelle les règles coutumières et qui discute avec les autres chefs. En ville, les patriarches sont pas très à l'aise. Il faut parler arabe tout le temps, ou anglais, il faut faire la queue, il faut nourrir les enfants avec des rations misérables. Les femmes sont plus nombreuses, parce que beaucoup d'hommes sont morts. Elles s'occupent de leur marmaille. Elles se familiarisent avec les distributions d'aide alimentaire, quitte à parfois tricher un peu. Elles mènent une vie avec en tête des traumatismes liés à des viols et des violences inimaginables. Mais en même temps, c'est une vie qui peut présenter un peu plus de commodité sous certains aspects. Je dis bien certains aspects seulement. Le travail dans les champs, c'est fini. La famille va s'élargir avec des parents éloignés. On vit en grand groupe maintenant. On découvre la foule. On peut découvrir aussi des nouveaux divertissements. Mais c'est aussi un milieu où la promiscuité est extrême, où les maladies se répandent très vite. Et ce sont des maladies très graves. Les médicaments sont très rares. Tu penses qu'ils ont vraiment envie de rentrer au village? Les anciens, les pères de famille, les chefs, eux, oui, ils voudraient rentrer. Retrouver leurs terres, leurs parcelles, leurs vaches. Retrouver peut-être aussi la place prééminente qu'ils avaient dans la société. Les femmes, elles ont découvert l'eau potable. Les jeunes, ils apprennent à se faire des amis. Les années passent. Est-ce qu'ils veulent rentrer? Ils le disent. Ils disent qu'ils veulent rentrer. C'est leur combat. Ils haïssent les Janjaouides et ils voudraient renverser le cours de l'histoire, récupérer ce qu'on leur a pris, leur terre. Pour tous ceux dont la vie est devenue extrêmement pénible, oui, bien sûr, il y a ce retour de la terre qui devient presque une sorte de mythe, une sorte de retour mythique au paradis, puisque depuis qu'ils ont quitté cette terre, tout va mal. Mais en même temps, on se doute que ce retour est difficile à envisager. Alors, il y a un gagnant dans cette histoire, c'est le gouvernement. C'est super finalement comme situation finale, tu trouves pas? Les Noirs sont parqués dans des villes où ils peuvent plus trop sortir. En fait, on les contrôle mieux comme ça. Pas besoin de les massacrer maintenant. Ils sont obligés de parler arabe pour parler au guichet. Donc, en fait, ils s'arabisent. Les chefferies traditionnelles qui faisaient jadis obstacle à l'État soudanais sont atomisées maintenant. Elles sont broyées par la situation. Elles ne représentent plus rien. Les jeunes ne respectent plus les anciens qui n'ont plus d'autorité. Et en plus, les ONG leur évitent un désastre humanitaire. Voilà, un désastre humanitaire qui serait compliqué à assumer. Donc j'ai envie de dire, parfait. De quoi peut se plaindre El Béchir? Cette situation, elle est parfaitement conforme à toute une sorte de rationalité étatique dont Khartoum peut profiter. L'islam dans tout ça. La devise, c'était arabisation, islamisation. Il me semble qu'il y avait les deux mots. Pour l'islam, on a vu que le conflit n'a rien de religieux. Et pour cause, les Fours et les Arawas sont des musulmans tout aussi fervents. D'ailleurs, si tu vas à la rencontre de ces populations en plein désarroi, tu verras des scènes touchantes où finalement ils sont entre eux, ils essayent de refaire société en improvisant des petites écoles coraniques. Pour les enfants qui ont survécu, par exemple, autour d'un vieillard qui les enseigne avec les versets écrits sur des petites tablettes. Voilà, des scènes touchantes comme ça, on a pu en voir dans les reportages. Donc, à première vue, l'islam est plutôt un sujet rassembleur. Maintenant, il faut avouer que l'islam des Fours et des Arawa et celui de Khartoum, de l'autre côté, c'est pas toujours exactement le même. Pour les Arabes, l'islam est une religion identitaire qui est extrêmement liée à l'arabité. Allah a parlé en arabe, c'est bien que ce peuple devait être supérieur. À Khartoum, les frères musulmans ont une relation assez verticale, moderne, avec les pratiquants de l'islam. L'islam est un peu pour eux un moyen de faire des bons citoyens de l'État qu'ils veulent mettre en place, d'inculquer un minimum de morale et de principes juridiques, un minimum de pratiques conformes et une sorte de manière d'être de la citoyenneté. L'islam des Fours et des Arawa est en fait aussi celui des nomades. C'est un islam coutumier, proche du peuple, matiné de soufisme,
avec la figure du cheikh, qui est un véritable notable rural, qui est parfois paradoxalement plus lettré que l'islam un peu, l'islam de propagande, islam identitaire, qui peut être relayé par les jeunes arabes. Et cet islam du cheikh, cet islam rural, des périphéries, il existe beaucoup plus difficilement dans le contexte actuel où toutes les populations sont tassées et mélangées dans les grandes villes. Donc il existe aussi une uniformisation en jeu au sein du processus. La deuxième phase de la guerre court de 2005 à 2011. C'est une phase de violence, mais moyenne intensité. C'est la phase où la communauté internationale commence à s'agiter. Mais ça aurait pas été plus logique de s'agiter pendant la première phase du coup, celle où c'était le pic de violence? Ah mais l'international, l'ONU, tout ça, c'est un rythme très différent. Il y a un train de retard par rapport à la réalité sur le terrain. C'est comme ça, c'est inhérent à la lourdeur de l'appareil. En tout cas, les gens sont très émus par le Darfour. Ils sont très émus, mais c'est un peu tard. Parce que 2006, 2007, écoutez les gars, ça fait quand même 3 ans que le massacre a commencé. Mais bref, en tout cas, il y a beaucoup de débats qui ont lieu. Et notamment, parmi ces débats, se pose la question de savoir est-ce qu'on va envoyer des casques bleus. Et la première institution à vouloir intervenir, c'est l'Union africaine. L'ONU? Alors, c'est pas tout à fait l'ONU, c'est l'Union africaine. Si tu veux, c'est l'ONU, mais version pays d'Afrique. Alors, à l'époque, c'était vu comme quelque chose de génial. Parce que ce serait une mission africaine. Les Africains vont sauver des Africains. Ça, c'était le mantra. Et c'est vrai que ça paraît super, ça remplissait les yeux d'étoiles à beaucoup de gens qui voudraient une nouvelle Afrique porteuse d'espoir. Les Africains vont aller sauver les Africains. Donc, il est décidé de procéder à l'envoi de troupes. 3500 soldats qui viennent de toute l'Afrique. 3500 soldats? Pour un pays qui fait la taille de la France? T'es sûr que ça va suffire? Ah oui, alors toi aussi tu trouves que les effectifs manquent un tout petit peu d'ambition. Je peux comprendre. On disait à l'époque, l'Afrique a réagi avec son cœur, mais pas avec sa tête. 3500 soldats, c'est vrai que c'est la population de mon patelin, pour tout vous dire. Et pour un pays grand comme la France, c'est vrai que c'est un peu juste. Mais tu sais, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est le mandat. Le mandat officiel est d'observer le cessez-le-feu. D'observer le... Non, d'appliquer le cessez-le-feu, tu veux dire? Non, d'observer le cessez-le-feu. Et s'il y a violation du cessez-le-feu, on fait quoi? Il faut le noter et en avertir les autorités. Non mais imaginons que, je sais pas, s'il y a un village qui se fait attaquer quelque part. Alors là, immédiatement, sans perdre une minute, s'il est avéré qu'il y a un village attaqué par une milice, alors immédiatement, sans même l'ombre d'une hésitation, ils vont le consigner dans un rapport. Mais ils vont pas intervenir. Et ils peuvent pas, ils n'ont pas le mandat pour ça. Et s'il y a des gamins qui se font enlever à 3 pas de la caserne? Alors, si c'est à la proximité de la caserne, alors là, directement, ils vont immédiatement procéder à la localisation des attaquants pour pouvoir prévenir les autres villages. Et venir s'interposer, c'est ce que je disais. Non, ils n'ont pas le mandat pour ça. Mais je comprends pas trop le... Donc alors ils se tournent les pouces? Non, alors là, pas du tout. Ils se sont fait parfois attaquer. Du point de vue des Janjaweed, si tu fais un raid pour aller tuer du casque bleu, tu peux les humilier et peut-être potentiellement les faire partir. Et de créer encore plus ce sentiment de terreur qui est le sentiment recherché. Et là ils se défendent. Mais ils n'ont pas le mandat pour ça. Mais en fait, c'était les Darfouriens eux-mêmes qui devaient les ramasser à la petite cuillère. Des Africains vont sauver des Africains. Comme quoi c'était vrai. La force de l'Union africaine ne va structurellement servir à rien. En 2007, c'est au tour des Nations Unies d'envoyer des casques bleus dans une mission hybride, sans beaucoup plus de succès. D'ailleurs, le ton monte contre El-Béchir, qui est désormais considéré comme coupable de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, et 1 an plus tard, il est reconnu coupable de génocide. En apprenant ça, El-Béchir, de colère, chasse la moitié des ONG, ce qui fait, là encore, des millions de personnes en situation de famine, et sans surprise, la mortalité a augmenté ces années-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où les casques bleus ne tentent pas une opération un peu plus ambitieuse que juste être là et regarder, éventuellement te protéger, il n'y a aucun effet concret sur la situation et on va vers un pourrissement. En 2008, événement notable, les rebelles attaquent Omdurman, le mouvement
JEM, donc c'est Mouvement Égalité et Justice. Mini Minawi n'est pas impliqué, hein, c'est vraiment un autre mouvement rebelle, parce qu'il y a plusieurs mouvements rebelles. Et les Arawa vont à l'assaut de la capitale, comme ça, avec des Toyota automitrailleuses. Et ils parviennent même à abattre un avion du gouvernement. C'est un bon coup de pression, mais qui finit par une énorme répression soudanaise de la part du gouvernement. En 2011, c'est l'indépendance du Sud-Soudan. El-Béchir perd tous les revenus de son pétrole et on entre dans la troisième phase. Troisième phase, 2011-2023, la violence continue, mais cette fois-ci à basse intensité. Pas de coup d'éclat comme l'attaque sur Omdurman. Le Soudan a perdu son pétrole, ça c'est à cause de l'indépendance du Sud-Soudan, et donc il se cherche une nouvelle source de revenus. Quelle sera cette source? L'or. Parce qu'on a trouvé de l'or dans le Djebel Amer. Commence une redoutable chasse à l'or. Les tribus arabes se font la guerre entre elles. Il y a des conflits internes qui apparaissent pour obtenir le contrôle des mines d'or. Moussa Hilal sort très affaibli d'ailleurs de ces luttes internes et un nouvel acteur émerge. Il s'appelle Mohamed Hamdan Dogolo, plus connu sous le nom de Hemeti. Hemeti, de prime abord, c'est un chef janjaouide, cruel comme il en existe des centaines, mais lui présente plusieurs particularités. Alors je peux vous dire, cette troisième phase-là, l'époque Hemeti, c'est du changement. Déjà, on change de nom. En 2013, El-Béchir institutionnalise les janjaouides dans un grand groupe paramilitaire qu'on va nommer les forces de soutien rapide, sous le commandement de Hemeti. Donc à partir de maintenant, quand je dirais force de soutien rapide dans cette vidéo, il faut le prendre comme un synonyme des janjaouides, mais dans un sens plus institutionnel. Donc déjà, on change de nom. 2, changement de ressources. Avant, les janjaouides cherchaient les terres, c'était les terres qui les intéressaient, dans un contexte de sécheresse et compétition pour la nourriture. Maintenant, Hemeti vise à un pouvoir économique plus juteux, les mines d'or artisanales. Et il devient en quelques années le maître de toutes les mines d'or. Suite à une véritable guerre de gangs entre tribus arabes, il parvient à en sortir vainqueur. Ce qui signifie qu'il a une parfaite indépendance financière. 3, changement d'échelle stratégique. Avant, les janjaouides menaient un jeu national. On travaille El-Béchir pour qu'il nous garde nos arrières et qu'il nous inscrive dans son idéologie qui est arabisation, islamisation, vous connaissez. Donc les janjaouides se voyaient comme un outil de Khartoum, un outil un peu indocile certes, mais cet outil stratégique concerne le jeu national. Mais là, Hemeti, il va trouver des contacts qui dépassent largement ce jeu national. Des contacts avec qui? Avec un pays arabe. Le Hamas? Le Qatar? Alors non, c'est pas du tout ça. Et pourtant, c'est des pays proches des frères musulmans aussi. Ah oui, mais justement, il n'est pas en train de chercher quelqu'un qui pourrait figurer dans le réseau de Khartoum. Il va trouver un parrain arabe, mais qui n'est pas dans les réseaux des frères musulmans, mais plutôt dans un réseau concurrent. Ce sont les Émirats arabes unis. Les Émirats lui achètent son or à prix d'or. Donc tu veux dire qu'ils achètent son or avec de l'or? Non, c'était une expression, d'accord? Acheter de l'or avec de l'or, c'est très con. Une alliance économique et même stratégique se tisse entre Hemeti et Dubaï. Et ça va très loin puisque dans ce genre d'alliance un peu sale, il est de coutume qu'on se rende des services un peu sales aussi. Hemeti envoie donc des troupes au Yémen pour le compte des Émiratis. D'ailleurs, si tu veux tout savoir à cette histoire, le gouvernement fait pareil avec l'Arabie Saoudite. Al-Borhan, lui aussi, était au Yémen, dans le même camp. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ascension fulgurante d'Hemeti, sa consécration comme seigneur de l'or à partir de 2017, tout ça ne signifie pas que les janjaouides soient plus violents. La violence, elle existe, elle se maintient à un niveau stable, mais elle est encore à ce stade multilatéral. Les Arabes se font la guerre un peu entre eux, et puis il y a toujours des massacres, des pillages, il y a toujours des horreurs, des filles violées, comme dans le village de Tabit en 2014, il y a eu, je crois, plusieurs dizaines de fillettes qui ont été violées. C'est toujours de la violence, mais dans une basse intensité.
Ce qui est nouveau, c'est qu'avant, les Janjaouides étaient dépendants du gouvernement. Ils faisaient la paire. L'un fournissait les armes lourdes, l'autre accomplissait la basse besogne. Là, Hemeti, il est devenu indépendant, stratège, il a une diplomatie parallèle. Bref, il apprend à devenir aussi malin que ce gros El-Béchir qui dirige son pays un peu comme un cochon. Oui, parce que je t'ai pas dit, mais El-Béchir, pendant ce temps-là, il est sérieusement sur une pente descendante et il s'est fait bêtement renverser par son peuple en 2019. En 2019, le peuple soudanais se révolte et renverse le général Omar el-Béchir. Bon, en même temps, à force de massacrer les paysans... Alors, tu as remarqué qu'on a changé d'échelle, d'accord? Ce ne sont pas les gens du Darfour qui déboulonnent el-Béchir, c'est tous les Soudanais et surtout ceux de la capitale, à Khartoum. La raison n'a rien à voir avec le lointain Darfour, a priori. Le régime el-Béchir, vaguement associé aux frères musulmans, version soudanaise, est largement esclave du FMI qui lui impose des politiques d'austérité un peu débiles, comme ce que fait le FMI d'ailleurs d'habitude, il faudra qu'on en parle. Mais plus généralement, ces privatisations à la chaîne aboutissent à une vente des services de l'État, ce qui n'est pas franchement très responsable. Et ce qui encourage beaucoup les phénomènes de corruption. Et les Soudanais, ils ont l'air de supporter depuis 40 ans un système militaire islamiste, évidemment corrompu, qui mène aux périphéries une guerre perpétuelle. Supporter cette situation suppose qu'il y a eu une sorte de pacte avec les citadins. Les privilèges de la ville. C'est Joshua Kreis, je crois, qui présente souvent la situation sous cet angle-là. En ville, on veut manger du pain de blé. Le sorgho, c'est pour les campagnes. On veut pas de pénurie d'essence, on veut de l'essence et du blé à prix bas. Traduction, subventionné. Retenez ça, parce que les subventions, mes amis, c'est ce à quoi bien souvent tiennent nombre de régimes fragiles dans le monde. Or, Béchir a des soucis financiers catastrophiques. Le pétrole arrive difficilement depuis un Soudan du Sud qui est lui aussi en gabegie permanente. L'or est capté par Hemeti. Il a fait beaucoup la guerre, des guerres finalement inutiles. Il a perdu son pétrole. C'est un échec complet. Et donc il est surendetté. Le FMI lui demande de payer tout ce qu'il doit. Et en 2018, il supprime les subventions. La population de Khartoum ne peut pas supporter ça. Il est seul contre tous. Donc, renversement. Il est renversé très rapidement après des manifestations, le 11 avril 2019, comme un fusible, parce que visiblement personne autour de lui n'avait envie de le voir rester au pouvoir. Il a été lâché. Et le peuple réclame la démocratie ? C'est ce qu'on suppose, oui. Pour beaucoup, il y a une aspiration populaire à un gouvernement civil en tout cas, mais on est sur la vallée du Nil, un endroit où les militaires décident du destin des nations. Et c'est Al-Boran qui prend sa place. Ça aurait pu tourner au gouvernement civil. Le 3 juin 2019, des Soudanais se réunissent devant les quartiers généraux de l'armée pour demander de laisser des civils prendre les fonctions hautes de l'État. Et tous ces manifestants sont brutalement réprimés. On compte une centaine de morts. Et l'auteur de la répression s'appelle, accessoirement, Hemeti. On parle parfois du massacre de Khartoum, 2019. Pendant ces 2 années, 2019 à 2021, il va bien y avoir un gouvernement légal civil sous surveillance étroite de l'armée, et vont être réformées pas mal de choses. On va abolir la charia, on va abolir les peines houdoud dont j'ai parlé, on va pénaliser l'excision. On va faire pas mal de choses, mais c'est peut-être des mesures un petit peu symboliques parce que je pense que le peuple il a besoin d'une réorganisation de son État bien plus sévère et drastique que ça. Mais sur le plan économique, c'est corruption et austérité partout. Bref, c'est pas avec ça que le quotidien soudanais va changer. Mais il y a un truc que tu dis pas. Il y a eu la fin de la guerre. Ils ont mis fin à la guerre, je crois, sur Wiki, c'était guerre du Darfour 2003-2020. Ah oui, alors ça c'est une bonne blague aussi. Il paraît que la guerre est finie. C'est évidemment faux. Sur le terrain, on continue les massacres de basse intensité. Tiens, en novembre 2021, dans les quartiers de Massalites d'Al Geneina, au Darfour, des centaines de Massalites sont tués et leurs femmes violées parce qu'ils avaient essayé de récupérer leurs terres. Ils s'étaient dit, tiens, la guerre est finie, récupérons nos terres, El-Béchir n'est plus là pour nous empêcher de les acquérir. Ils ont payé les conséquences. Oui, parce qu'il y a peut-être eu une révolution en 2019, mais le plus grand persécuteur du Darfour
Hemeti, il est vice-président du conseil de transition. La situation a abouti à pire encore pour le Darfour. Donc ils en ont payé les conséquences. L'année suivante, il y a 200 morts dans un village. Donc là, on est en temps de paix. Elle est belle, la paix. Non, je te propose qu'on garde la chronologie que j'avais donnée, qui est quand même, je pense, un peu plus conforme à la réalité. 2003-2005, haute intensité. 2005-2011, moyenne intensité. 2011-2023, basse intensité. Parce que oui, un village avec 200 morts, c'est de la basse intensité au Darfour. Alors en 2021, voyant que le gouvernement civil accumulait les maladresses, Al-Borhan fait un coup d'État. Al-Borhan, c'est un militaire arabe du Nil, et on peut le voir, si vous voulez, comme le successeur de Aboud, de Nimeri, de El-Béchir, et il est héritier d'une vision unitaire du Soudan et de ce projet d'arabisation-islamisation dans un seul bloc. Sauf que ce Al-Borhan, contrairement à tous ses prédécesseurs, il est confronté à la montée d'un rival. Hemeti, cet enfant du désert, mal éduqué, qui croit qu'il pourra un jour leur donner des ordres. Oui, parce qu'ici, à l'armée, on n'est pas des pillards. On a un peu de tenue, on s'efforce d'en avoir. Et peu à peu, la confrontation devient inévitable entre l'armée et un Hemeti dont l'ambition semble absolument insatiable. Hemeti, il attend son heure. Il brûle d'envie de montrer à tous ses citadins qu'il peut tous leur mettre la tête sous sa botte. Et le 15 avril 2023, ce jeune lion décide de mettre à bas son masque. Il décide d'attaquer Khartoum. Et pour lui, aucun retour en arrière n'est plus possible. Ce qui a lieu donc, c'est une véritable guerre des chefs, une guerre des généraux, et qui oppose Al-Borhan et Hemeti. C'est juste une banale querelle entre deux généraux finalement. Une guerre pour le pouvoir, mais qui n'a pas vraiment d'implication culturelle ou ethnique. Ils sont tous arabes. Eh bien, tu peux voir les choses sous l'angle exclusivement ethnique. Dans ce cas, les deux sont arabes, et je dirais même les deux ont adopté le logiciel arabisation-islamisation sur lequel le gouvernement El-Béchir faisait son beurre depuis 30 ans. Mais ils sont malgré tout différents dans leur nature. Comme aucun des deux n'a de véritable soutien populaire, ils vont devoir fabriquer ce soutien. Et c'est là que leurs méthodes vont différer. Al-Borhan incarne une institution, une idéologie vieillissante, le nationalisme soudanais, mais s'il veut survivre, il va devoir s'appuyer sur le parti religieux, les partis islamistes, qui peuvent lui fournir des forces d'appoint. Ainsi, vous pouvez voir à ses côtés des milices, non seulement d'hommes, comme le bataillon Al-Bara ibn Malik, mais aussi un bataillon de femmes, ce qu'on appelle la mobilisation populaire. Mais d'un autre côté, les populations qui ne sont pas islamisées, je pense aux populations des Monouba, dans le Kordofan, qui sont eux aussi pris dans cette guerre, ont tout à redouter d'un pouvoir pareil. Et de façon générale, ça n'augure pas que du bon, cette islamisation du combat. De son côté, Hemeti recrute aussi, mais il capitalise pas du tout sur l'attachement à l'islam. Il capitalise sur d'autres choses. Mais tout le monde doit le détester, c'est un massacreur. Alors, il est clair qu'il n'a presque aucun soutien populaire, mais il a de l'argent et il sait exploiter les possibilités qu'offre la misère économique. Hemeti, tout le monde en dit du mal, si vous voulez. Mais si t'es à la rue, tes parents sont morts, ton taf paie mal, ton patron t'humilie, Hemeti, il peut t'offrir des salaires bien plus hauts que tout ce qui existe dans le pays. Il peut aussi garantir aux Arabes qui ont pris les terres à l'époque qu'ils pourront les conserver. Et puis il y a quelque chose de nouveau qui n'existait pas au temps des anciens Janjaweed, c'est ces relations internationales. Elles impressionnent. Je vais te dire, même moi, elles m'impressionnent. C'est fou tout ce monde qu'il a rencontré. Il a rencontré le président sud-africain, il a rencontré Kagame, il a rencontré le premier ministre éthiopien. Donc un gamin du désert, oui, je veux bien. Il a un carnet d'adresses, ce gars, bien rempli. Et ça peut nourrir l'imagination de certains Arabes qui veulent devenir ou redevenir une grande nation mondiale. Ça peut avoir un écho de rêve de grandeur, hein. C'est possible. Bon, alors qu'est-ce qu'il leur propose à tous ces gamins qui le suivent? Il leur propose de prendre Khartoum, attaquer la capitale, d'un coup, sans prévenir. Est-ce que ça peut marcher? Alors, Khartoum, c'est pas une ville, c'est 3 villes, c'est une triple ville.
C'est Khartoum, Omdurman, Bari. 3 villes qui sont séparées par des bras du Nil. C'est un point triple, il y a confluence du Nil blanc et du Nil bleu pour former le Nil. Donc évidemment, ces 3 villes sont reliées par des ponts. Et s'il fallait exprimer en mots simples le calcul du 25 avril 2023, si tu contrôles les ponts, tu contrôles la ville. Si tu contrôles la ville, tu contrôles le pays. L'attaque de Hemeti a été une surprise totale. Il prend l'aéroport, il prend le palais présidentiel et les ponts. Les soldats de l'armée se sont retrouvés pratiquement assiégés dans leurs casernes, tout particulièrement dans la 3e ville, Bari, et de nombreux civils s'enfuient. Ça fait des maisons vides, ça fait des hôpitaux à l'arrêt, ça fait des universités à l'arrêt, autant de points que les forces de soutien rapide vont exploiter comme des positions fortifiées. Mais il reste quand même les bases militaires de Bari, où les soldats luttent, assiégés et ravitaillés par avion. Donc la capitale du gouvernement est temporairement déplacée vers Port-Soudan, dans le Béjaland, d'où il pourra ravitailler ses compatriotes coincés à Khartoum. La maîtrise du ciel reste globalement à l'armée qui bombarde un peu partout, un peu tout le temps. Il faut attendre janvier 2024 pour que l'armée arrive à désenclaver ses militaires et récupérer petit à petit d'autres points stratégiques pendant l'année 2024. Ils avancent, un coup ils prennent le stade, un coup ils prennent la station radio-télévision. Donc l'armée reprend du terrain, il faut être patient. Et puis arrive la grande offensive de l'armée en septembre 2024. Les militaires ont trouvé une arme quand même très efficace, les drones d'origine iranienne, qui font des frappes précises sans risque de perte. Et en mars 2025, c'est la libération de Khartoum. À ma connaissance, c'est le plus gros combat de rue dans une capitale africaine. Et la balance a penché en faveur d'Al-Boran. Le problème d'Hemeti, c'est que à Khartoum, c'est une ville où il n'a aucune assise populaire, aucune complicité locale. Et il faut dire que toutes les élites de Khartoum qui pouvaient exister le détestent et le voient comme un arriviste insupportable et ignorant. Hemeti est parti. Il a juré qu'il reviendrait, se venger, ce qui est une façon d'avouer sa défaite, je pense. Donc il reviendra peut-être, et s'il revient, ce sera depuis les provinces. Il se dit, il faut prendre les périphéries d'abord, avant de converger vers le centre. Ce qui nous amène au Darfour. Je l'ai dit, la guerre a commencé le 15 avril 2025. Donc je récapitule. 2003-2005, haute intensité, nettoyage ethnique. 2005-2011, moyenne intensité et atermoiement à l'international. 2011-2023, basse intensité, ascension de Hemeti. 2023, on reboucle, retour à la haute intensité, c'est ça? Oui, voilà, mais sauf que là, on a changé d'échelle. La guerre concerne tout le monde. Le Darfour, le Kordofan, la Gézira plongent dans la guerre et dans la famine et dans les massacres ethniques. On avait 2 millions de déplacés en 2004, là on sera à 13 millions. Donc oui, le problème ressemble beaucoup à ce qui se passait en 2003, mais on a multiplié le problème par 6. Évidemment, un chiffre multiplié par 6, ça supposerait des aides humanitaires multipliées par 6, et je vous arrête tout de suite, elles ne seront pas multipliées par 6. Parce que les problèmes du Soudan n'intéressent pas suffisamment la communauté internationale pour obtenir les fonds nécessaires au soulagement alimentaire de ces populations. Bref, vous avez compris, place à la famine et au choléra. Pourquoi s'attarder néanmoins sur le Darfour? Au Darfour, les forces de soutien rapide contrôlent toutes les grandes villes, et en particulier Jenéina et Niala. En fait, la seule grande ville qu'ils ne contrôlent pas, c'est la capitale El Fasher. Niala, par contre, est leur capitale provisoire. C'est un peu leur quartier général. Mais c'est à Jenéina, en terre massalite, que réapparaissent les inévitables nettoyages ethniques dont les populations ont tant souffert par le passé. Du 24 avril au 13 juin 2023, les forces de soutien rapide s'échinent à supprimer tous ceux qui pourraient envisager un retour des massalites sur leur terre. Ils commencent par éradiquer les médecins, les avocats, les militants des droits de l'homme. Le gouverneur du district, Ramis Abakar, ne peut plus se taire. Il commence à dénoncer un génocide. Il est immédiatement exécuté le 14 juin 2023. Et évidemment,
tous les Massalides fuient le sort qui les attend et il se forme un énorme convoi de plusieurs kilomètres. Les Massalides cherchent à atteindre une base militaire proche où se trouvent des militaires gouvernementaux. Ce convoi est attaqué et ce sont exclusivement des civils. Attaque de militaires contre un convoi civil, c'est du délire. Un témoignage recueilli par Human Rights Watch raconte la mort de 5 adultes et 12 enfants dans les termes suivants. 2 membres des RSF ont arraché les enfants à leurs parents et comme les parents se sont mis à crier, 2 autres membres des RSF ont tiré sur les parents et les ont tués. Puis ils ont empilé les enfants et leur ont tiré dessus. Ils ont jeté leurs corps dans la rivière et leurs affaires après eux. En novembre, le camp militaire en question, Ardamata, est attaqué à son tour. Ses habitants sont tués ou brûlés dans l'indifférence complète. Et donc, on est face de nouveau à un nettoyage ethnique. Alors évidemment, l'ONU dénonce. Mais il n'y a pas que l'ONU qui dénonce. Al-Boran dénonce, évidemment, ces crimes. Les FSR violent les femmes, pillent les maisons, tuent les civils. Bon, nous, ça nous fait doucement rire jaune, parce que c'est bien la première fois que Khartoum s'émeut de ce qui se passe. En 2003, quand ces morts servaient l'idéologie du régime, on s'en félicitait. Et maintenant que leurs auteurs se sont retournés contre eux, maintenant on les dénonce. Hypocrisie quand tu nous tiens. Cependant, du point de vue des rebelles du Darfour, du point de vue de Mini Minawi, par exemple, qui négocie en temps réel à Port-Soudan avec les autorités gouvernementales, il vaut mieux s'associer à l'armée qu'aux forces de soutien rapide pour des raisons évidentes. Bon, je vous avais dit, El Fasher n'est pas prise. La capitale du Darfour résiste encore quand même. En avril 2024, la ville est toujours aux mains des rebelles qui sont appuyés par l'armée. Et beaucoup de gens pensent que la guerre va se jouer en grande partie dans ce siège. El Fasher, c'est quoi? C'est 1,5 million de personnes. Donc des civils qui s'organisent courageusement pour la défense de la ville. Et pour cause, les forces armées ne fournissent qu'une garnison de 8000 soldats, ce qui est complètement insuffisant, face à 30 000 Janjaouides. Donc tout le monde s'active, commerçants, enseignants, éleveurs, tout le monde à El Fasher s'improvise soldat. Les Janjaouides lancent plus de 200 attaques précédées de bombardements sur les marchés, les hôpitaux, les maisons. Je dois également préciser qu'il y a des accusations relatives à des armes chimiques. Mais j'ai pas envie de vous donner de détails parce que cela n'a pas été encore vérifié. Il y aurait eu des armes chimiques. En tout cas, toutes ces attaques ont été repoussées. Mais comment des civils ont-ils pu repousser 200 attaques de Janjaweed? Et moi non plus, je leur donnais pas une telle longévité. Il faut bien reconnaître que l'appui aérien de l'armée a compté, beaucoup, bien sûr. Il y a des drones iraniens, comme je le disais. Il y a bien sûr des Antonov pour ravitailler la ville. Les Janjaweed ont mis du temps à détruire cet appui aérien. Il y a aussi une capacité des civils et des rebelles à jouer de leur maîtrise du terrain. Ces civils, ils savent ce qu'ils les attendent. Voilà, ils se souviennent de 2003, c'est défendre ou mourir. Donc ils sont déterminés, ils n'ont pas le choix. Et donc ils utilisent leur connaissance du terrain pour s'acheter un sursis. Et ça se voit dans leur défense, puisque c'est une défense finalement assez complexe. Il y a plusieurs rangées. Il y a une première rangée de tranchées avec des blindés. Puis ils ont fait des tunnels de pénétration, ce qui leur permet de laisser approcher des colonnes pour ensuite les encercler en utilisant en fait ces différentes strates de défense. Donc attaque, mais la ville ne tombe pas. Et ça a duré pendant 18 mois. Devant cette résistance, les Janjaweed ont opté pour la famine. À partir de mai 2025, ils construisent un mur de sable gigantesque pour pouvoir empêcher tout trafic de nourriture ou de médicaments. Voilà. Toute personne qui essaye de grimper le mur de sable tire à vue. De plus, chaque avion gouvernemental est soigneusement empêché de livrer ses chargements à coup de Manpad, ce sont des missiles portatifs. Vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la guerre en Ukraine. Et ça marche plutôt bien. Le jour même du dernier assaut, plus rien ne fonctionnait. Tous les contacts radio, téléphone, même les antennes Starlink étaient brouillées, probablement grâce à l'utilisation de drones. Donc ce seraient des drones brouilleurs de signal. Je n'en sais pas beaucoup plus. Je ne sais pas exactement à quel point ce genre d'arme peut être efficace. En tout cas, il semble que le jour même, le 25 octobre 2025 et le 26, il n'y avait pas de contact possible avec le gouvernement. Donc les voilà, ces Janjaweed, ils sont passés. Ils ont poussé les portes d'El Fasher il y a maintenant 6 mois. On les a vus sur leurs chameaux, montrant enfin leur visage. Ils n'ont pas changé depuis 2003? Leurs armes ont changé. Avant, c'était la machette,
c'était la Kalachnikov. Ils avaient des pick-up Toyota sur lesquels ils avaient monté des mitrailleuses. Ils ont troqué les pick-up contre des véhicules blindés Emirati. La société Wagner, oui, oui, celle que vous connaissez bien, leur a donné des missiles portatifs, les Manpad, pour abattre les avions. Ils ont des drones aussi, de fabrication chinoise ou serbe. Ils ont avec eux des mercenaires venus d'Afrique et même de Colombie, des officiers militaires colombiens qui sont de véritables professionnels de la guerre. Tous recrutés par les Émirats arabes unis. Ah oui, ils ont fait peau neuve. Ça change la vie de se trouver un parrain. Mais eux, leur profil. Ah oui, alors tu veux dire le profil des Janjaweed. Non, ils ont pas changé. Des jeunes arabes, complètement fanatisés, suprémacistes, pas d'éducation, complètement accros à la drogue et à la prostitution. Des jeunes paumés, quoi. Hemeti les recrute à 14 piges, parfois avant. Il leur tend la main, il les protège, il les instruit dans la haine du non-arabe, il les soumet à la violence extrême depuis l'adolescence. On parle de viol, mais c'est parfois un viol par des gens qui ont leur puberté depuis pas si longtemps, hein. La sexualité normale, c'est ça pour eux. C'est le défoulement. Et ils se défoulent à El Facher. Et par satellite, on peut observer un ratissage, maison par maison. On a vu des grosses flaques de sang à côté de leur base. Le nettoyage ethnique est visiblement toujours en cours. Et bien sûr, il y a des témoignages qui nous parviennent de la part des fuyards. Je pense à ce témoignage, par exemple, qui parle d'un certain Abou Loulou, qui est un Janjaweed assez récurrent dans les témoignages de violence. Il aurait interrogé une femme enceinte sur le stade de sa grossesse. Elle répond qu'elle porte l'enfant depuis 7 mois. Il prend son pistolet et il tire 7 balles dans son ventre. On est dans un sadisme absolu. Alors, je ne m'étendrai pas sur tout ça, mais tout ce qui s'est passé au Darfour, il faut savoir que ça n'a pas lieu que au Darfour. Ça a aussi lieu à la Gézira, qui est aujourd'hui contrôlée par l'armée. Et ça a toujours lieu en ce moment même dans le Kordofan, où deux villes, Kadougli et Diling, sont aujourd'hui aux prises avec la famine. Dans ces régions, les comportements, y compris de l'armée, je dis bien y compris de l'armée, vis-à-vis des populations non arabes, tournent souvent à la persécution et au massacre. Au cours du siège d'Al Facher, les forces de soutien rapide ont attaqué, pillé et incendié le camp de Zamzam. C'est important à savoir parce que c'est probablement le plus grand camp de déplacés du pays. Zamzam, c'est une ville improvisée qui est un pur produit des malheurs de 2003. Pour faire végéter, parquer là, comme des déchets, toutes les populations non arabes qu'on voulait virer des campagnes. Ce camp meurt de faim depuis 2 ans. À l'été 2025, il a été méthodiquement anéanti, l'hôpital et les cuisines ont été réduits en cendres, les quartiers entiers brûlaient, les gens se cachaient dans des trous, et finalement, tout le monde s'est enfui. Donc il y a 400 000 personnes qui s'enfuient en direction de Tawila, qui sont des survivants, hein, parce que beaucoup d'entre eux ont été massacrés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec le même problème, mais à Tawila. Tawila est submergé et en état de famine. Donc je ne sais pas ce qu'il adviendra. Est-ce qu'il va de nouveau y avoir une nouvelle fuite vers un nouveau camp et ainsi de suite, ou est-ce qu'il va y avoir un grand massacre? Moi, je ne sais pas ce qui adviendra. Mais tout ça est extrêmement inquiétant, parce que si le non-arabe ne peut vivre ni dans les campagnes, d'où il est chassé par la terreur, ni dans les camps de déplacés, alors l'extermination, c'est pour quand? Nous avons parlé de l'histoire du Soudan en 5 épisodes. L'idéologie nationale soudanaise, on l'a vu, repose sur l'arabité et l'islam. Cette forme remonte à Muhammad al-Mahdi, qui en 1881 crée le premier, une sorte d'État théocratique où les Arabes ont une place éminente. Nous sommes maintenant 1 siècle et demi plus tard, et cette idéologie nationale semble être tombée dans un échec profond. Islamisation et arabisation. Si l'on met le premier mot avant le second, on entend les cris du Soudan du Sud et des monts Nouba. Si l'on met le second avant le premier, on trouve l'imbroglio ethnique du Darfour qui a aujourd'hui contaminé le pays entier. Pourquoi? Pourquoi le Soudan nous semble-t-il une nation impossible? Peut-être la colonisation britannique a-t-elle empêché l'État mahdiste de parachever l'intégration des populations du Sud et du Darfour à temps.
tant qu'ils étaient là. Le Soudan, islamique et arabe, était en quelque sorte un projet laissé en friche. Cette mise en pause a été, bon an mal an, une période de légère acculturation des élites du Sud à la culture chrétienne anglophone. Trop peu pour prétendre à une quelconque ressemblance, mais suffisamment pour avoir de l'amour-propre devant les récriminations de Khartoum. C'est à tort qu'on parle du Soudan du Sud. Il n'y a rien de soudanais là-bas. C'est le rejet de tout ce qui fait le Soudan qui le caractérise. Le Soudan du Sud n'en est pas un. C'est un Soudan au négatif. Positivement, il n'est rien. D'ailleurs, c'est un pays qui n'a pas de nom. Quand il se trouvera un État et une nation, alors il pourra essayer de se baptiser. Quand les Britanniques sont partis, ils ont laissé derrière eux une situation préoccupante. Car les Arabes du Soudan n'en veulent pas seulement aux Anglais d'avoir colonisé. En réalité, au sens strict, ils ont envoyé très peu de colons. Par contre, ils lui en veulent d'avoir réfréné un autre processus colonial, le leur, qui devait déborder sur ce monde déficitaire qu'est l'Afrique tropicale. Les Arabes, eux aussi, avaient de l'histoire, de la mémoire et de la civilisation, et ils voulaient le déverser sur le Sud, qu'ils considéraient comme leur en vertu des fausses frontières de l'indépendance. Seulement, c'est le Sud qui ne voulait pas de lui. L'islam n'était pas une religion très attirante pour un peuple déjà prévenu par les pères de Vérone. Ses croyances lourdes d'interdits et de coups de fouet, ça marche bien pour le Sahel peut-être, mais dans les forêts, l'islam manque de fraîcheur, et ils la refusèrent. Là fut leur crime. Ainsi, ils entendaient participer aux élites du Soudan, mais sans en épouser ni la religion, ni en parler la langue. Le Soudan est resté quelque temps muet et interdit devant ce petit frère qui lui paraissait bien trop jeune pour se permettre de discuter le règlement. Ça fait même pas 30 ans qu'ils ont appris à lire, ces coquins, et ils croient pouvoir nous donner des avis sur la civilisation, à nous, les Arabes, qui avons l'écriture depuis 15 siècles. Après tout, pourquoi reculer? Si les Blancs leur ont fait réciter les évangiles à ces têtes vides, pourquoi nous, on ne pourrait pas leur faire annonner des versets du Coran? Ainsi commença le premier pôle du désastre soudanais. Le second pôle se trouvait au Darfour. Là-bas, l'islam est déjà bien implanté et l'arabe bien parlé. Les problèmes sont liés à la compétition pour la terre dans un contexte de sécheresse. Le Soudan aurait dû se considérer comme solidaire de lui. L'eût-il fait, il aurait eu moins de problèmes. Mais il se souvenait du Mahdi. Oui, le Mahdi qui avait supprimé les titres de propriété datant de l'époque turque et qui avait doté les Arabes. C'est que l'idéologie soudanaise, ce n'est pas juste l'arabisation en bloc. Il y a des degrés d'arabité et l'arabe ethnique a de son état des avantages sur l'africain arabisé. Ce fut une très grave erreur dont Khartoum paye le prix encore aujourd'hui. Plutôt que d'inventer un tel système de privilèges, les élites de Khartoum auraient dû remarquer que les nomades sont un groupe tout à fait à part. Ils sont arabes d'accord, mais ils se sentent complètement étrangers aux affaires sédentaires. Ils poursuivent leurs propres objectifs. Dans le monde d'après la sécheresse, où le nomadisme est complètement déréglé, il se transforme et prolonge son individualisme dans la délinquance guerrière et le défoulement, en prenant systématiquement parti pour eux, se fiant à ses propres idéaux. Khartoum a fait manger dans sa main un chien rageux qui allait le mordre. Ce qui vous a frappé, je pense aujourd'hui, c'est la fulgurante ascension des Métis. Vous me direz que ce n'est pas le seul à avoir capitalisé sur des massacres. Mais généralement, quand un pays commet un massacre, il n'étend pas son réseau. Il ne se fait pas des amis supplémentaires. Après tout, les crimes des Janjaouides sont parfaitement connus. Des mandats d'arrêt ont été émis, les victimes sont recensées, les survivants ont témoigné. Mais lui ne s'offusque pas de sa réputation. Au contraire, il entend décrire Al-Boran comme un islamiste, quitte à se présenter comme un rempart pour la démocratie. Même ses chameaux ne l'ont pas gobé, celle-là. Le mot islamiste, dans ce sens, désigne plutôt les réseaux des frères musulmans, auxquels les Émirats ont maille à partir. En pratique, les Janjaouides prononcent Allahu Akbar à tout bout de champ dans toutes les vidéos qu'ils postent. Mais c'est un islam qui n'a rien de frériste, ni même de tribal ou de soufi. Il y a dans ces deux mots une forme de cri de guerre qui leur plaît, et qui renvoie à leur sang, à leur histoire, à leur fierté, et un embryon de justification morale. Certains les ont vus détruire des mosquées ou y commettre des tueries. En effet, ils dénient à leurs victimes le droit même d'être musulmans. Qu'est-ce que le Soudan est loin? Il est difficile d'accès. En dehors des zones habituellement surveillées,
un pied dans le Sahara et derrière les grandes cataractes. Géographiquement, il nous paraît très compliqué d'y intervenir. Diplomatiquement, il est loin aussi. Hemeti s'est trouvé des protecteurs puissants dont on a trop besoin pour le menacer pour l'instant. Culturellement, il nous est parfaitement étranger. Nous ne connaissons rien de ce monde. Ce n'est pas comme la situation en Palestine qui nous touche beaucoup. On y projette beaucoup de passion, parce qu'on peut y envisager un certain devenir de l'état du monde. Mais le Soudan tout entier pourrait se retrouver à l'état de cendre rouge, que le monde n'en changerait pas sa marche. Aussi, les deux régions reçoivent les mêmes donations, alors que les populations en détresse sont 10 fois plus nombreuses au Soudan. Certaines personnes ont parlé de génocide. En fait, le pays tourne autour du fait génocidaire, comme s'il le soupesait avant de se résoudre, on ne sait pour combien de temps, à fournir aux persécutés une voie de fuite. Ils étaient dans les champs, ils s'enfuient à Zamzam. Ils étaient à Zamzam, ils s'enfuient à Tawila. On ne sait pas combien de temps durera la chasse. À chaque départ, les survivants emportent avec eux quelques fétiches appartenant à leurs proches disparus et des objets qui leur rappellent qu'ils avaient une terre, une parcelle, du grain, des maisons et des foyers, et que peut-être ils les reverront un jour, quand tout ce mauvais cauchemar sera terminé. Pourtant, chaque année écoulée, chaque incendie de hutte, chaque tuerie de quartier les éloigne de ce rivage. Sans s'habituer à cette vie de proie terrée, sans non plus renoncer à leur nostalgie, ils vivent dans un temps intercalaire, suspendus entre deux âges, déjà plus dans le jadis, pas tout à fait encore dans le maintenant. Revenir, oui, mais revenir comment ? Revenir pourquoi ? Quel avenir depuis cet intolérable présent ? Quel mensonge pourra nous donner l'espérance ?